L'échiquier international, bienvenue à vous. À Gaza, des vies s'éteignent pour un manque de nourriture. Aussi, en plus des massacres, l'entité sioniste utilise l'arme de la faim. Les images des tirs des mercenaires sur une foule palestinienne non loin des centres de distribution ont fait le tour du monde. Et toujours pas l'ombre d'une sanction de l'UE, avec le silence ou l'inaction des pays arabes, bien sûr. Des grandes entreprises également, et on y a consacré une émission il y a une semaine, dégageraient des dividendes du génocide à Gaza et la colonisation de la Cisjordanie. Le supplice palestinien fait grimper des actions sur les places financières. Tel est notre monde. D'un autre côté, le mandat d'arrêt de la CPI est mis à l'endroit des responsables sionistes à qui la France et les États-Unis accordent l'immunité, un droit de passage. Et pourtant clair, Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant sont visés pour le fait d'affamer délibérément des civils, homicide intentionnel et extermination ou meurtre. Une attaque généralisée et systématique contre une population civile donnée n'est-il pas la définition même d'un génocide? L'entité sioniste et les alliés des grandes puissances ont dénoyauté le droit international et banalisé peut-être le meurtre de masse de la part de ces mêmes grandes puissances, c'est-à-dire la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, c'est synonyme d'un monde où la barbarie règne. Justement, c'est notre sujet du jour. À tout de suite. Gaza, le Liban, la Syrie, jusqu'à récemment l'Iran, bombardement de l'entité sioniste, des actions qui frappent aussi le droit international de caducité. Ça tombe bien, ce soir notre invité est un avocat spécialiste du droit international et enseigne la géopolitique du Moyen-Orient à l'école de guerre économique. Ardevan Amir Aslani, bonsoir. Bonsoir monsieur, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Amir Aslani, finalement ce qui se passe à Gaza et aux alentours, vous parlez vous de cimetières répandus par l'entité sioniste, est-ce que finalement ce n'est pas le monde cru, le monde réel, c'est-à-dire un monde où la force fait loi et que le droit international ne s'applique qu'aux petits pays? Ça fait des années que je ne cesse de répéter cette même vérité que vous énoncez. Et il n'y a plus de droit international. Il n'y a plus de principes internationaux qui gouvernent la relation entre les nations. C'est exclusivement la loi du plus fort. Point. Et cette loi du plus fort, c'est systématiquement la loi des États-Unis et des pays de l'Occident à l'encontre d'autres pays plus petits ou situés sur des contrées lointaines, comme l'Asie ou l'Afrique. En tant qu'avocat, en tant qu'enseignant à l'université, je suis profondément atterré par ce que je constate. En tant qu'être humain, je suis révulsé par la souffrance au quotidien du peuple gazaoui, du peuple palestinien, que l'on constate sur nos écrans, impuissant. Et la communauté internationale ne fait absolument rien. Au premier chef de cette communauté, les pays arabes. Il y a 23 pays arabes dans ce monde. L'Algérie à part, il y en a 22 autres. Aucun d'entre eux n'a soulevé la voix. Aucun d'entre eux n'a levé le petit doigt pour s'opposer à ce qui s'y passe. Le silence règne pendant que l'on tue. C'est un scandale. Des familles entières ont disparu des registres, nous rapporte en tout cas le docteur Tania Hajhassan, témoignage qui vient de tomber il y a quelques heures. C'est une pédiatre, il s'agit d'une pédiatre, Tania Hajhassan, pédiatre américaine, américano-palestinienne, qui parle donc de la réalité de cette guerre, de ce génocide, de ce massacre. Beaucoup de spécialistes du droit en France ont affirmé que la notion de génocide est difficile à prouver dans de tels cas. Votre avis sur justement cette notion de génocide? Des structures autrement plus qualifiées que moi ne cessent de dire qu'il s'agit d'un génocide. L'ensemble des organisations humanitaires dans le monde, Amnesty International, Human Rights Watch, Médecins sans frontières, l'Organisation des Nations Unies, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, et j'en passe. Je crois qu'il n'y a plus de doute aujourd'hui sur les souffrances au quotidien que subissent les Palestiniens. Alors, génocide, c'est quoi? C'est prendre pour cible une population désarmée, incapable de se défendre. Je refuse même d'utiliser le mot guerre par rapport à ce qui se passe à Gaza. J'appelle pas ça guerre quand vous avez des F-35 israéliens qui bombardent un peuple sans défense. Alors, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, in fine,
Qu'est-ce que ça change quand les gens, les enfants meurent? On est à plus de 20 000 enfants assassinés de la sorte. Ça ne fait aucun doute aujourd'hui que la volonté d'Israël est de faire en sorte à ce que la population palestinienne quitte Gaza. Avec leur soi-disant ville humanitaire au sud de Gaza, où ils veulent concentrer sur un petit territoire de 40 km dans 25, 2 300 000 personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent créer littéralement un camp d'enfermement d'où ils espèrent expulser cette population. À Gaza, 60 000 femmes sans nourriture, 600 000 enfants souffrant de malnutrition, d'après les sources médicales sur place. Si nous étions 2 millions d'animaux à Gaza, vous auriez agi à scander un jeune Razaoui sur les réseaux sociaux. C'est vrai que si Donald Trump ou les membres du G7 disent stop à Netanyahou, on pourrait espérer que le calvaire s'arrêterait. Il s'arrêterait à coup sûr. Pourquoi ne le font-ils pas selon vous? C'est qu'aujourd'hui, la puissance du gouvernement israélien à Washington est telle qu'aucun homme politique aujourd'hui aux États-Unis ne prendrait le risque de contredire la volonté de Netanyahou. Aujourd'hui, Israël fait ce qu'il veut. Il suffit de regarder le comportement de ce pays. Tous les matins, quand on se réveille, on voit qu'Israël a bombardé un nouveau pays. Dernièrement, on a appris qu'ils bombardaient la Syrie avec un certain Al-Joulani, le bras droit d'Al-Baghdadi, le fondateur de Daesh, celui qui a dirigé Al-Nusra en Syrie, voilà, qui a été mis au pouvoir d'ailleurs par les Israéliens et les Américains, faisait lui-même bombarder, soi-disant parce que les Israéliens voulaient protéger la population druze. Avant, c'était le tour de l'Iran. Avant cette date, c'était Gaza. Avant Gaza, c'était le Liban. Avant le Liban, c'était le Houthi. Toute la région, de manière quotidienne, s'est fait bombarder par Israël sans que qui que ce soit dise quoi que ce soit. On est dans un univers de 2 poids, 2 mesures. Regardez la Russie et l'Ukraine. La Russie, tous les jours, se fait stigmatiser, se fait sanctionner, se fait condamner par cette communauté occidentale, alors qu'Israël ne risque absolument rien. Quand bien même, regardez, même quand la Cour pénale internationale décide de lancer un mandat d'arrêt international à l'encontre de Netanyahou et de son ancien ministre de la Défense, quand 2 autres ministres de ce gouvernement d'extrême droite, comme Smotrich et Ben-Gvir, se font sanctionner par la plupart des pays de l'Union européenne, il n'y a rien qui s'y passe. Même la France autorise le survol de son territoire quand Netanyahou veut se rendre à Washington. Cette politique de 2 poids 2 mesures n'a aucun effet. En fait, c'est de croire que la Cour pénale internationale, en fait, dans l'esprit de l'Occident, ne doit servir qu'à une seule chose, prendre les pays africains et les stigmatiser. Dès lors qu'il s'agit de s'en prendre à l'Occident ou à un des pays alliés avec l'Occident, en l'occurrence Israël, cette Cour deviendrait illégitime. Amir Aslani, vous êtes né en Iran, à Téhéran plus exactement, le 22 juillet. Donc c'est demain. Joyeux anniversaire d'avance. Merci, voilà, merci de l'avoir remarqué. Merci beaucoup. Voilà. Les bombardements de l'entité sioniste il y a quelques jours à l'endroit de l'Iran, pendant les négociations à Oman entre les Iraniens et les Américains autour du potentiel nucléaire iranien. Donc, on a l'impression que c'est un peu la doctrine du chien fou. Netanyahou bombarde pour inciter les Américains à entrer de force dans la bataille, ou diriez-vous que ces bombardements sont aussi un plan américain ou ourdi par les dirigeants ou les décisionnaires américains? L'exemple du chien que vous employez, c'est d'ailleurs exactement la phrase utilisée par un ancien ministre de la Défense israélien qui s'appelait Moshe Dayan. Il disait qu'Israël doit se comporter comme un chien qui a la rage, de manière à faire peur à tous ceux qui voudraient contester sa domination. Vous n'imaginez pas une seule seconde, si vous voulez, que les États-Unis aient pu entreprendre une telle initiative sans l'accord préalable des Américains. D'ailleurs, Donald Trump, le président américain, l'a reconnu. Il a dit qu'on savait absolument tout et à l'avance. Pendant les négociations. Bien sûr, mais d'ailleurs, bien sûr, les Américains savaient pertinemment bien qu'un rendez-vous était prévu le dimanche qui suivait de 3 jours le bombardement israélien, à une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères iranien et Witkoff, l'envoyé spécial américain sur les questions nucléaires iraniennes. Ils le savaient, ils ont quand même autorisé Israël à bombarder. Encore pire que ça, quand le ministre iranien des Affaires étrangères négociait avec les 3 ministres dits E+3, c'est-à-dire les ministres des Affaires étrangères français, allemands et anglais, les Américains ont eux-mêmes
bombarder les sites nucléaires iraniens dans la région. Mais cette affaire-là, si vous voulez, n'a pas abouti à ce que cherchaient les Israéliens, Netanyahou en particulier. Ils voulaient obtenir un changement de régime en Iran, ils ne l'ont pas obtenu, le régime est encore là. Et le peuple iranien s'est rabattu derrière le drapeau avec le principe de la patrie en danger. Il voulait arrêter le programme balistique iranien qui est encore là, je dirais plus fort que jamais. Et en troisième lieu, il voulait bombarder les sites nucléaires iraniens, mais franchement, même les bombes GBU, qui sont les fameuses bombes capables de détruire les bunkers, je ne pense pas que ces bombes-là ont abouti, parce que leur capacité maximale, c'est de 18 à 60 mètres, et que les installations iraniennes à Fordo et à Natanz sont profondes de 100 mètres. D'ailleurs, quel est ce bombardement qui n'a même pas entraîné une seule égratignure, si j'ose dire, chez les Iraniens. Donc je ne suis pas certain que leur attaque est aboutie. D'ailleurs, eux-mêmes, aussi bien les Américains que les Israéliens, disent qu'on ne sait pas où sont passés les 400 kg de l'uranium enrichi par les Iraniens à 60%, ni même l'étendue des dégâts qu'auraient subi les sites iraniens de Fordo et Natanz. Je ne qualifierais pas cette affaire-là de victoire. Par contre, les Israéliens ne s'attendaient pas à la réaction iranienne, notamment avec les missiles balistiques hypersoniques à mouvement radical immédiat non anticipé qui ont pris pour cible les installations israéliennes, le port de Haïfa, les raffineries de Tel Aviv, les centres de groupes d'armement Raphaël, l'Institut Weizmann, etc. Je ne suis même pas certain, si vous voulez, que ce soit les Iraniens qui aient demandé le cessez-le-feu. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit les Israéliens qui ont vu leur pays ainsi endommagé et qui ont vu leurs élites quitter le pays vers Chypre, vers l'Égypte, pour être transférés par l'aviation polonaise et française en dehors de la région vers l'Europe. Lors de ces bombardements, toujours les bombardements sionistes contre l'Iran, Netanyahou avait prévenu qu'il ourdissait un plan pour tuer le guide suprême, Khamenei, et qu'il souhaitait un changement de régime à Téhéran. Le changement de régime par les bombes, on connaît la recette venimeuse. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Syrie récemment, on l'a vu bien sûr en Irak. On voit, on est en train de reconduire les mêmes plans. On sait très bien que ces mêmes plans débouchent sur des résultats complètement catastrophiques et au niveau humanitaire sur les pays, même sur les régions. Et pourtant, on continue à reconduire ce plan. Si vous prenez l'exemple de l'Irak que vous avez si intelligemment mentionné, l'Irak a été pris pour cible par les Américains. On se souvient tous de l'image du général Colin Powell qui arrive sur l'estrade des Nations Unies en montrant une sorte de fiole pour dire que voilà, on a la preuve incontestable de l'existence des armes de destruction massive en Irak. On est allé sur place, on a renversé un régime laïque et nationaliste. On a entraîné 1 million de morts irakiens pour ensuite se rendre compte qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Idem en Libye. Aujourd'hui, on reprend le même scénario, on part à l'attaque de l'Iran. Mais l'Iran n'est pas l'Irak, n'est pas la Libye. Et donc, ils sont un peu mal en point aujourd'hui avec leur plan qui n'a pas globalement abouti. Si vous voulez, cette histoire d'armes de destruction massive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenons le cas de l'Iran, c'est-à-dire deux pays nucléairement armés, les États-Unis et Israël, ont bombardé un pays qui n'était pas nucléairement armé. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus de traité de non-prolifération. Il n'y a plus de droit international. Que les signes de traité de non-prolifération ne sont plus protégés aujourd'hui. Puisque n'importe qui peut faire n'importe quoi. Les pays nucléairement armés peuvent s'autoriser, au mépris du droit international, à attaquer les pays qui ne sont pas nucléairement armés. Eh bien, cette fantaisie-là, l'Amérique aujourd'hui, avec son allié Israël, est en train de le poursuivre dans toute la région. Aujourd'hui, c'est l'Iran, mais qui dit que demain, ça ne sera pas l'Égypte? Et après-demain, l'Algérie. Aujourd'hui, tout le monde, tout le Moyen-Orient, toute l'Afrique du Nord est menacée, sauf ceux qui, si vous voulez, qui ouvertement coopèrent avec Israël, comme le Maroc. Alors, deux pays qui opèrent justement des pressions sur Téhéran, à savoir l'entité sioniste et les États-Unis d'Amérique, malgré les rapports des agences de renseignement américaines sur la non-volonté iranienne d'aller vers le nucléaire militaire, voilà, ça a été prouvé, en tout cas ça a été diffusé par plusieurs agences de renseignement, pas uniquement américaines, mais un peu partout dans le monde. Alors, ils sont intéressants ces deux pays, à savoir l'entité sioniste et les États-Unis d'Amérique. L'un qui a obtenu la bombe nucléaire illégalement et qui a coûté la vie d'ailleurs à un président américain. On a fait une émission sur le sujet il y a quelques semaines. Et l'autre, il s'agit d'une démocratie
qui a fait exploser 2 bombes sur une population civile d'un pays vaincu, sur 2 villes dont les constructions sont pour la plupart de bois, pour en faire un maximum de victimes. Ce sont ceux-là, ces 2 pays, et avec leur action, qui sont à la fois juges et arbitres. Vous l'avez dit, l'exemple d'Hiroshima et Nagasaki, le seul pays au monde qui a jeté des bombes nucléaires sur des populations civiles, c'est les États-Unis. Et Israël a eu sa bombe nucléaire, ses installations nucléaires, par le biais et l'intermédiaire de la France. Vous avez raison, c'est ce que vous mentionnez. Aujourd'hui, l'Iran est quand même signataire du traité de non-prolifération. Les installations nucléaires de l'Iran sont quand même inspectées par l'Agence internationale d'énergie atomique. Même le responsable de la sécurité nationale aux États-Unis, Madame Tulsi Gabbard, a clairement déclaré sous serment devant le Congrès aux États-Unis que l'Iran ne poursuivait pas la militarisation de l'engin nucléaire, ne cherchait pas à développer une bombe nucléaire. Même la CIA, il y a un mois, a sorti un rapport disant la même chose. Les services français disent la même chose. Malgré cela, l'Amérique et Israël s'autorisent à aller sur place bombarder un pays qui n'est pas nucléairement armé. Tout cela signifie en fait qu'aujourd'hui le traité de non-prolifération n'existe pas et que semble-t-il le seul moyen de pouvoir se protéger, assurer sa souveraineté et d'empêcher l'agression étrangère, ce serait justement d'avoir la bombe nucléaire. Cela signifie exactement ça. Prenez l'exemple de la Corée du Nord. La Corée du Nord de Kim Jong-un aujourd'hui est protégée parce que le pays est nucléairement armé avec les ogives, avec les missiles balistiques. Donc ce pays-là est à l'abri. Sa souveraineté est protégée. Ceux qui ne l'ont pas, tous ceux qui ne l'ont pas, tous ceux qui l'avaient, qui l'ont pas, qui l'ont abandonné, comme l'Irak, comme la Libye, ont été renversés. Vous avez mentionné un épisode intéressant tout à l'heure, justement, Colin Powell, avec sa fiole d'anthrax, qui avait été le casus belli pour la catastrophe irakienne. Et justement, le siècle avait commencé par les événements du 11 septembre. On sait ce qui en a découlé, l'occupation de l'Afghanistan, les bombardements sur l'Irak et d'autres pays. On se souvient justement de ces décideurs américains qui nous disaient que c'était une guerre juste pour débarrasser le monde des dictateurs. Enfin, on connaît la rengaine, le leitmotiv des décideurs occidentaux. Mais justement, ces décideurs occidentaux, avec leurs mensonges et leur plaidoyer complètement faussé, on le sait aujourd'hui, c'est prouvé, même eux le disent, on s'imaginerait pas justement ces décideurs avec leurs mensonges, qui seraient déférés aujourd'hui devant un parquet d'une juridiction internationale. Ça serait complètement impensable dans notre monde d'aujourd'hui. Je vais vous dire à quel point c'est impensable. Aujourd'hui, prenez le cas de la Cour pénale internationale, de la Cour internationale de justice. Quand bien même ces pays-là devaient être condamnés, quand bien même, en cas de refus d'exécution de la sentence, de la décision, l'affaire est déférée devant le Conseil de sécurité où les États-Unis disposent d'un droit de veto. Ça veut dire que la justice internationale, quand bien même une décision serait rendue, ne verrait jamais le jour. Jamais. Et déjà, pour se faire condamner, il faudrait que ces pays-là acceptent de se soumettre à la juridiction de la Cour pénale internationale ou de la Cour internationale de justice, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a non seulement aucune chance qu'il y ait une décision qui soit rendue à leur rencontre, qui soit valablement rendue, quand bien même elle serait rendue, il n'y a aucune chance qu'elle soit exécutée parce qu'on est confronté au droit de veto américain. Il n'y a aujourd'hui aucun droit international qui est à même de sanctionner des comportements illicites et illégaux. Il faut bien se le dire. C'est ça la réalité du monde d'aujourd'hui. Amir Aslani, la France, bien entendu, on va le dire de cette manière-là, a été du mauvais côté de l'histoire concernant le dossier, la question Razaoui. Est-ce que cette décision de relâcher Georges Ibrahim Abdallah, c'est pas d'une certaine manière de redorer un tout petit peu son image, de rééquilibrer un peu cette forme d'alliance aveugle avec l'entité sioniste? On est dans un monde aujourd'hui où le monde est en fait. Quand l'Iran se fait attaquer par Israël, on a le président français qui arrive dans une interview et qui dit la phrase suivante, qu'Israël a le droit de se protéger, alors qu'Israël est l'agresseur et l'Iran la victime d'une attaque illégale. Effectivement, aujourd'hui, la France crie contre les uns et les autres, mais dans la pratique,
La France ne fait absolument rien. La rhétorique s'arrête là. Et effectivement, avec l'exemple que vous venez de mentionner, c'est une tentative de dorer son blason en sortant de prison après des décennies d'emprisonnement, quelqu'un que la France a qualifié de terroriste. Il était libérable depuis pas mal d'années. On dit que c'est Hillary Clinton à l'époque qui avait fait pression sur Emmanuel Valls, qui était Premier ministre, pour justement on obstrue la libération de Georges Ibrahim Abdallah. C'est une injustice flagrante. Alors, ça fait des années, si vous voulez, qu'on entend parler de cette libération. Maintenant, la question est de nouveau à l'ordre du jour. Si ça va arriver, on le verra. Pour l'instant, on n'y est pas. Quand bien même il devait être libéré, qu'est-ce que ça va changer par rapport à la souffrance au quotidien du peuple palestinien? Ça ne changera absolument rien. Moi, si vous voulez, en tant qu'être humain, j'ai même du mal aujourd'hui à me restaurer en me disant qu'il y a des enfants à Gaza qui n'ont pas de quoi manger. Aujourd'hui, j'ai entendu à la radio une mère de famille parler, raconter ça faisait 2 jours qu'elle n'avait pas mangé. Aujourd'hui, les Gazaouis qui se rendent à des stations soi-disant humanitaires, montées par les Américains pour donner de la nourriture à cette population affamée, qui d'ailleurs est un crime de guerre, se font assassiner comme des petits lapins. Je crois qu'il y a eu 173 morts hier. Le chiffre est facile à mentionner. On est aujourd'hui à plus de 60 000 morts civils à Gaza. Et on sait que c'est des civils parce que le Hamas est toujours au pouvoir et les otages israéliens n'ont toujours pas été libérés. Donc ça ne fait aucun doute que ceux qui sont ciblés aujourd'hui par les bombardements aériens israéliens sont des civils. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? À part un nettoyage ethnique et un carnage, un massacre d'innocents. Amir Aslani, vous êtes un spécialiste du droit international, vous enseignez également la géopolitique à l'école de guerre économique, vous plaidez aussi des dossiers par rapport à des contentieux internationaux, vous connaissez bien l'échiquier international, c'est le cas de dire, mais vous nous dites qu'en fait, non seulement le droit international n'est pas uniquement écorné, il n'existe plus, et est-ce qu'il aurait besoin d'une refonte? Forcément oui, par où commencer après Gaza? Si vous voulez, sur le cas de Gaza, oubliez-moi. En dehors de moi, vous avez même des Israéliens de premier plan eux-mêmes qui disent qu'on est face à un génocide. Qu'il s'agisse de Olmert, l'ancien premier ministre israélien, ou qu'il s'agisse d'Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, tous disent qu'Israël est en train de commettre des crimes de guerre et on est face à un génocide. Mais que faut-il faire? La réponse est très simple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Occident a peur d'un déclassement avec l'émergence de la Chine, avec l'émergence des pays comme la Turquie, comme la Russie, ou même de l'Iran, qui sont convaincus de leur destin, qui ont le souhait d'occuper le devant de la scène, avec les BRICS, aujourd'hui, qui disent non à la domination du dollar. Aujourd'hui, il y a un besoin d'une refonte des institutions. Trouvez-vous que c'est normal, par exemple, qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, on soit toujours dans la configuration de 1945, après la Deuxième Guerre mondiale? Dieu, c'est presque un siècle après cette affaire. Et la Chine, qui est seule présente, et que l'Inde ne soit pas représentée, que le Brésil ne soit représenté. Tout cela n'est pas normal. L'Afrique également. L'Afrique est nulle part, si vous voulez. Donc aujourd'hui, il y a un besoin de procéder à une refonte. Trouvez-vous c'est normal que même quand on insère une clause d'arbitrage dans le cadre des contrats internationaux, on soit obligé de venir à Paris, à Londres ou à New York plaider ses causes? Pour qu'il n'y ait pas un forum sur l'arbitrage en Afrique du Nord, chez vous par exemple, ou ailleurs. Ce monde-là dans lequel nous vivons est un monde hérité d'hier, qui n'est plus confronté à sa réalité d'hier. Le monde d'aujourd'hui est différent par rapport à 1945. Et il est temps de donner la parole à ceux qui en sont dépourvus. C'est-à-dire tout ce pays dont l'importance économique dépasse la plupart des membres du Conseil de sécurité. L'Inde, par exemple, aujourd'hui, est devant la France d'un point de vue économique et militaire. Le Brésil, cette année, va dépasser la France. Or, ces 2 pays n'ont même pas de place au Conseil de sécurité. Même l'Allemagne, si vous voulez, qui est la principale puissance économique de l'Europe, est totalement absente. L'Union européenne, en tant qu'organisation, est absente. Je crois qu'il est le moment venu de remettre tout cela en question. Mais, comme ces institutions aujourd'hui, figées dans le temps et dans l'espace, préservent un statu quo en faveur d'une petite minorité de pays, ces pays-là répugnent à l'idée de se remettre en question. L'heure du changement est venue.
Et ce sera le mot de la fin, Ardevan Amir Merci. Aslani, spécialiste du droit international et enseignant en géopolitique, qui nous a accompagnés aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir invité. Au revoir, monsieur. Bonsoir. L'info continue sur Al24 News. Et quant à nous, on vous souhaite une agréable soirée et on se dit à samedi.